Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Il me fait extrêmement plaisir de me joindre à vous en virtuel. Je remercie Dr. Chaban de l'invitation de me joindre à ce premier forum international sur la vision qu'il organise. J'aurais aimé énormément être avec vous en présence. Malheureusement, conflit de voyage et d'horaire là, m'impose d'être à distance, mais nous allons quand même parler de la myopie, comment la prévenir et la traiter. Toujours un enfant à la fois, puisque chaque enfant est unique et ne représente donc pas une moyenne, comme on voit des fois dans les études. Alors, voici mes déclarations d'intérêt. J'ai le support de beaucoup de compagnies à l'école, donc merci beaucoup. Et auteur de plusieurs articles sur la myopie et des livres, dont avec mon collègue professeur Ouzani de l'Université d'Oran, qui est maintenant traduit en 6 langues là, à travers le monde. Alors, c'est bien. Comprendre la myopie, alors il faut comprendre d'où on vient. Il y a 100 ans, il y a le professeur Achille Fouché de l'Université de Montréal également. Alors, il faut croire qu'on a un ADN pour la myopie à l'Université de Montréal. Qui disait ceci, donc la myopie est-elle un mal inévitable de peu d'importance et doit-on considérer ce défaut de réfraction à la lumière d'une théorie darwinienne comme une adaptation de l'œil conforme aux exigences de notre civilisation? Avons été même jusqu'à exprimer l'opinion que cette erreur n'est pas un accident de naissance, mais que nous pouvons avoir une certaine prédisposition héréditaire et qu'elle n'apparaît que sous l'influence du travail entretenu et prolongé, effectué sous une lumière insuffisante ou défavorable. Donc, il y a 100 ans, le professeur Fouché disait la myopie, c'est probablement à la fois génétique et à la fois une réaction à notre environnement. Et je pense qu'il était visionnaire parce que c'est exactement ce qu'on a réalisé par la recherche dans les 100 années suivantes et c'est ce qu'on va un peu voir en récit. L'autre visionnaire, c'est Brian Holden, bien sûr, qui, il y a quelques années, autour des années 2020, avait prédit qu'en 2050, 50% de la population mondiale serait myope. Ben, on y arrive plus vite même que prévu. Les derniers chiffres publiés à l'International Myopia Conference, IMC, en Chine, il y a un an, nous disait qu'on était même en avance un peu sur cette prédiction et qu'on dépasserait probablement autour du 52-53%. Dans certains pays en Asie, on est déjà rendu là. En Afrique du Nord, vous êtes un peu épargné, bien sûr, mais les taux de progression sont plus rapides qu'ailleurs dans le monde. Donc, vous rattrapez l'ensemble de la planète à vitesse grand V. Et évidemment, il faut s'en préoccuper, il faut traiter les enfants de façon adéquate, peu importe où ils sont situés sur la planète. Ce qui faisait que l'Organisation mondiale de la santé, dès 2015, interpellait tous les joueurs présents, que ce soit les gouvernements, les professionnels, peu importe qui est concerné par la vision des enfants, de joindre leurs efforts afin de lutter contre ce qu'on qualifiait à l'époque de facteur de risque de cécité évitable, considérant donc que si la myopie évolue, elle peut entraîner des pertes visuelles importantes qui peuvent aller jusqu'à la cécité là, dans les cas les plus sévères. Et récemment, l'Académie nationale des sciences des États-Unis, dans un rapport qui a fait grand bruit en décembre 2024, sous l'égide de professeurs de l'Université d'Harvard, ont défini pour la première fois la myopie comme étant une maladie. Myopia is a disease. Donc, ça change complètement la donne et c'est un signal très clair d'interpellation auprès des professionnels, des gouvernements, des agences de santé publique que ce n'est plus optionnel de se préoccuper de la myopie, mais bien obligatoire, puisque la myopie est maintenant une maladie. Et comme toute maladie, prenez le diabète, par exemple, ben, il faut le dépister, il faut le combattre, il faut le soigner, il faut suivre les patients, il faut mettre tout en œuvre pour limiter les dommages à long terme. Alors, c'est exactement la même notion qui doit s'appliquer au niveau de la myopie à partir de maintenant. Donc, traiter la myopie de façon adéquate n'est plus une option, c'est une obligation considérant cette définition de la maladie qu'est la myopie. Alors, comment elle se développe, cette maladie-là? Bien, évidemment, c'est par la qualité du signal optique qui atteint la rétine. On sait que l'œil se développe par phase d'émétropisation qui va durer grosso modo entre 6 et 18 mois après la naissance. Donc, à partir des signaux observés par l'œil ou reçus par l'œil, il y a une mécanique qui s'installe qui va changer la dioptrie oculaire à mesure que l'œil, avec la croissance phénoménale du bébé, s'allonge. Et donc, il va s'adapter. Donc, à mesure qu'il s'allonge, sa puissance se réduit pour que l'image reste toujours en foyer. Et ça, c'est la qualité des signaux visuels, l'exposition à des hautes fréquences, l'exposition à des hauts contrastes, à différents spectrums
de qualité d'image, de flou et de non-flou, qui vont réguler la croissance de l'œil et sa dioptrie. Ça devrait exister comme ça jusqu'à la fin de nos jours, mais cette mécanique-là va se débalancer à un moment donné pour donner la myopie. Donc, on sait des recherches qui ont été effectuées que c'est la rétine qui règle ces phénomènes-là, ce n'est pas le cerveau. Donc, c'est au niveau rétinien que le signal est interprété comme tel. La choroïde, l'épithélium pigmentaire, d'abord, la choroïde et la sclère sont les structures les plus importantes, et notamment au niveau central ou au niveau périphérique. Au niveau central, quand l'image n'est pas affoyée, l'œil tend à s'allonger. Pourquoi? Parce qu'il y a un relâchement de certaines protéines, donc les BMP 2, 4, 7, qui vont favoriser un amollissement de la sclère et son allongement. C'est une réponse instinctive au flou hypermétropique du bébé naissant. Donc, si une fois rendu plus âgé, à 6, 7, 8, 9, 10 ans, l'image centrale demeure floue, ben, on va avoir exactement la même mécanique et là, il va continuer à s'allonger, donc devenir myope. C'est pour ça que la sous-correction ou ne pas corriger un enfant ou un enfant myope qui n'apporte pas sa correction anti-myopique et non pas de simple vision, on verra plus tard pourquoi. Donc, il faut absolument que l'image soit claire en tout temps au niveau central. Ceci étant dit, c'est la périphérie de la rétine, Earl Smith nous l'a démontré, qui est encore plus importante pour dicter ce signal de réponse, mais il ne faut pas négliger la portion centrale non plus, bien évidemment. Et ceci étant dit, donc il faut s'assurer que la rétine réagisse extrêmement bien, que les repères visuels sont bien interprétés comme tels. Et donc, il y a plusieurs voies de signalisation qui vont se faire, soit entre la rétine entre la rétine et la sclère. Donc, la rétine reçoit les signaux, notamment au niveau des cellules ganglionnaires, des cellules bipolaires, les champs de réception on et off qui vont accaparer les fréquences spatiales, les contrastes, et qui vont émettre non seulement des protéines, mais des biomodulateurs, donc des substances chimiques qui vont induire, après ça, une augmentation du flot sanguin au niveau de la choroïde. La choroïde va s'épaissir en conséquence de cette augmentation du flot sanguin et de l'émission des biomodulateurs. Et ils vont transférer cette information-là à la sclère qui, elle, au niveau des fibres de collagène, vont devenir plus fermes et résister à l'élongation. Donc ça, c'est le phénomène du cercle vertueux quand on a une bonne stimulation rétinienne, notamment avec un myopic défocus, donc avec un défocus myopique, une image qui se forme en avant de la rétine, et ou en équilibre. Ce que l'œil cherche, c'est une homéostase. C'est un équilibre où, à la fois, on a un peu d'image en avant, un peu d'image en arrière, et les deux s'équilibrent en termes d'intensité de signaux. Si on a plus d'images qui sont en arrière de l'œil, l'œil va s'allonger. Si on a plus d'images qui sont en avant, l'œil va cesser de s'allonger, va résister à l'élongation qui était entamé. Donc, c'est ce qu'on fait quand on traite la myopie parce qu'on était dans le processus inverse de s'allonger, puis là, on veut ralentir. Mais normalement, l'œil mettra, puis il reçoit autant des signaux, et ça, c'est à chaque seconde, il y a autant de signaux en avant qu'en arrière de la rétine. Là, il s'équilibre dans une phase qu'on appelle l'homéostasie rétinienne. Et donc, cette réaction-là entre la rétine, la choroïde et la sclère, c'est un balai constant que l'on doit préserver. Et Flitcroft avait défini la myopie comme étant un bris dans cette homéostasie rétinienne-là qui conduit à un allongement qui n'est pas compensé autrement. Et notre rôle comme praticien, on ne peut pas influencer les biomodulateurs par des produits chimiques. On ne les connaît pas encore, on n'a pas réussi à en faire. On ne peut pas intervenir de façon chirurgicale pour les biomodulateurs ou augmenter le flot sanguin choroïdien, mais on peut, au niveau optique, jouer. Au niveau pharmacologique, on sait qu'il y a l'atropine, on ne sait pas trop comment, pourquoi ça marche, mais au niveau optique, essentiellement, on peut jouer, on peut ralentir ou on peut accélérer la progression myopique si on donne des mauvais verres ou des verres simple vision ou une absence de correction ou une sous-correction comme telle qui est vraiment peut-être la pire des choses à faire. Donc, c'est cette mécanique entre le stimulus visuel, les signaux rétiniens perçus par les cellules ganglionnaires, les cellules amacrines, les cellules bipolaires, les champs de réception on et off, qui vont se transmettre à la choroïde via différents voies de passage et l'émission de biomodulateurs, et finalement, qui vont influencer les synthèses de protéoglycans au niveau des fibres du collagène pour rendre la cellule plus molle ou plus rigide, donc qui s'allonge ou qui résiste à l'élongation comme telle. Et ça, c'est donc dans une zone qu'on appelle limitée, donc centrale, oui, mais périphérie. 10 à 20 degrés, c'est la zone maculaire un petit peu plus large que la zone maculaire. Donc, ce qui nous interpelle tout de suite, si on veut cibler autour de la macula le défocus qui est bénéfique pour résister à l'élongation en lutte de myopie, ben, il faut que l'ensemble de ce défocus-là ou une bonne partie de ce défocus-là tombe dans la pupille.
Alors, vous comprendrez tout de suite que les zones de traitement et les zones de vision de loin, autant en lunettes qu'en lentilles de contact, doivent être calibrées pour qu'on arrive dans ce sweet spot, là, dans cette zone la plus sensible comme telle. Si on a une zone de traitement et de vision de loin beaucoup trop large, notre défocus est complètement en dehors de la pupille, on n'aura pas de succès avec cette chose-là. C'est pourquoi certains enfants équipés en orthokératologie, par exemple, vont continuer à évoluer rapidement. Pourquoi? Parce que la portion défocus donnée par le réservoir de la lentille est beaucoup trop loin de la pupille parce que le design de la zone centrale est beaucoup trop grand. Donc, il faut cibler, augmenter en termes de dose parce qu'il y a un effet de dose-réponse. Donc, plus l'enfant est myope, plus il progresse rapidement, plus il a besoin d'une dose importante de défocus pour être en mesure de ralentir sa progression et de la contrôler adéquatement. Alors, il faut calibrer nos interventions. En termes d'orthokératologie, ça se fait à peu près tout seul. C'est toujours une relation de 1 pour 1, à moins qu'on change l'orthokératologie avec des logiciels ou qu'on dessine des lentilles particulières. Mais les lentilles commerciales disponibles, c'est une correction. Ce qu'on corrige en dioptrique myopique est équivalent à ce qu'on crée en défocus. Donc, -1 égale +1, et ça nous donne une faible addition. C'est pour ça que les petits myopes, donc les myopes légers, sont un peu moins bien servis en orthokératologie conventionnelle parce qu'on ne génère pas assez de défocus, parce que souvent, ces petits myopes-là, ils sont jeunes et ils progressent rapidement. Alors, il faut customiser, il faut personnaliser le design avec des logiciels ou recourir à des lentilles souples ou recourir à des lunettes à ce moment-là qui nous donnent des progressions plus importantes, des focus plus importants. Quand la myopie est autour de 2, 2,5, 3, 4, entre 2 et 4, c'est vraiment le sweet spot justement de l'orthokératologie. Là, on crée +2 à +4 d'addition, ce qui nous fait un différentiel de 4 à 6 dioptries par rapport à notre correction standard. Là, on commence à parler d'un défocus qui est important, qui est généreux pour corriger la vision. Mais il y a une dose réponse et donc il faut calibrer. Et souvent, notre dose réponse, c'est non seulement l'intensité du signal de défocus, donc la valeur de l'addition, mais l'air qu'on impacte. Donc, c'est pour ça qu'en ajoutant l'atropine à une lentille souple, à une orthokératologie ou à un port de verre de lunettes anti-myopie, on va augmenter la dose parce qu'on élargit la pupille. Si on élargit la pupille, on entre plus de défocus qui frappe plus la région sensible et donc on augmente notre dose à ce moment-là et on peut avoir un meilleur succès comme tel. Chaque enfant réagit différemment. Par contre, donc il y a un seuil individuel. Si on applique telle stratégie à tel enfant, ça se peut que ça marche très bien, puis le prochain qui a exactement le même profil, la même stratégie pourrait ne pas fonctionner du tout. Donc, il faut revoir les enfants très régulièrement et être prêt à changer nos stratégies, les modifier, ajouter, retirer, remettre des nouvelles modalités de correction à mesure qu'on voit que l'évolution n'est pas selon ce qu'on attend comme tel. On va voir quelle est l'évolution attendue. Et lorsqu'ils sont équilibrés, on tente d'équilibrer ça, bien, on va avoir une homéostasie rétinienne restaurée et on va avoir une condition qui est stable. Donc, définir la bonne stratégie devient des cas particuliers. Et n'oublions pas, comme un collègue me le disait, n'oublions vraiment pas qu'à chaque fois qu'un enfant s'assoit dans notre chaise d'examen, on ne se contente pas de prendre soin de leurs yeux, on s'occupe de leur avenir. On ne se contente pas de prendre soin de leurs yeux, on s'occupe de leur avenir. Parce qu'un enfant qu'on empêche de devenir fortement myope avec un potentiel de cécité ou un potentiel d'handicap visuel à 65 ans ou une réduction de sa myopie qui lui permet d'avoir une chirurgie réfractive sécuritaire à l'âge de 22, 24, 26 ans, alors que s'il avait évolué de façon incontrôlée, il serait en dehors des normes où la chirurgie aurait été beaucoup plus à risque. Ben, à ce moment-là, on vient de changer son avenir, on vient de changer son profil, on vient de changer les possibilités qu'il a devant lui. Alors, c'est vraiment important d'agir pour chacun des enfants. Tout enfant myope, 100% des enfants qui sont myopes, confirmés par cycloplégie, un myope, c'est -0,50 dioptrie minimum, qui s'assoit dans notre chaise d'examen, mérite qu'on prenne 5 à 10 minutes, qu'on s'intéresse à son cas et qu'on lui offre les moyens de contrôle pour que sa vision ne progresse pas le plus rapidement. Est-ce qu'on doit attendre 6 mois, 1 an pour voir l'évolution? Les enfants grandissent, les enfants croissent. Je n'ai jamais, en 15 ans de pratique de myopie, de contrôle de myopie, vu un enfant en bas de 18 ans qui n'évolue pas si on ne fait rien ou si on ne fait que du simple vision. Je n'ai jamais vu ça. Alors, attendre pour voir comment il va évoluer, c'est inutile. On sait qu'il va évoluer. Il faut agir
dès qu'on constate que la myopie est là pour en limiter les effets à long terme. Il faut même agir avant, en prémyopie, et on sait qu'on peut dépister la prémyopie, notamment par des réfractions sous cycloplégie et bien sûr avec la mesure de la longueur axiale. Les enfants viennent au monde avec ce qu'on appelle le concept de la réserve hypermétropique. Donc, on a tous comme un réservoir d'essence et dépendant de la vitesse sur laquelle on va sur l'autoroute, on va consommer plus ou moins d'essence en bout de ligne ou sur une batterie pour un véhicule électrique, c'est la même chose. Donc, on a la batterie qui est pleinement chargée et selon l'utilisation qu'on va faire de notre véhicule, on va dépenser plus vite ou moins vite cette batterie-là et on va devenir à sec, autant en essence qu'en électricité au niveau de la batterie, plus vite ou moins vite en fonction de ce qu'on fait. Alors, l'enfant, il vient au monde avec une réserve hypermétropique. Il va puiser dans cette réserve hypermétropique-là. Et à mesure qu'il puise dedans, bien évidemment, elle se diminue. Et quand il n'y en a plus, bien là, l'œil continue à vouloir lui consommer. Il va tomber en myopie. Si on ne fait rien, évidemment, si on n'agit pas, puis si on ne donne pas les moyens à la rétine de réagir autrement. Donc, cette réserve hypermétropique-là, en théorie, devrait nous amener à mesurer un niveau sous cycloplégie, bien sûr, ou de rétinoscopie dynamique si vous n'avez pas accès à la cycloplégie, d'au moins 3/4 de dioptrie d'hypermétropie à l'âge de 8, 9 et 10 ans. Donc, avant 10 ans, on devrait avoir un minimum de 0,75 dioptrie. Si on en a plus, tant mieux. Ça veut dire que notre réservoir est plein et on a été économe sur ce qu'on a été puisé dedans. C'est parfait. Donc, ça nous protège plus tard sur autre chose. Mais si on est en bas de 0,75 dioptrie, un enfant plano à 6 ans sous cycloplégie, c'est clair qu'il devient myope. La longueur axiale va augmenter rapidement dans les 2 ans précédant cette arrivée de la myopie-là. Donc, vous allez mesurer d'année en année, par exemple à 4 ans, 22,8, 23 mm de longueur axiale, 23,2, 23,3 l'année d'après, 23,4, 23,5 l'année d'après. Et là, tout à coup, on tombe à 24 ou 25. On a augmenté de 0,4, 0,5 au lieu des 0,1, 0,2 qu'on augmentait d'habitude. On augmente de 0,6. Et la deuxième année, la même chose. Il est toujours métrope, là. Toujours où sa réserve hypermétropique baisse rapidement. Ben, il n'est pas encore myope, mais on voit que la longueur axiale augmente énormément. On sait qu'on s'en va vers la myopie et là, on peut intervenir. Alors, pour l'instant, en termes thérapeutiques, il y a des études qui se font en termes de lunettes anti-myopie plano, même hypermétropiques. Il y a de l'atropine faible dose qui est donnée à des prémyopes, hypermétropes ou M-métropes. Les résultats préliminaires sont encourageants, mais il n'y a pas encore de guide clinique approuvé par une revue pairée, par un consensus professionnel, comme quoi il faut prescrire. Et l'observance est peut-être l'enjeu numéro un à ce niveau-là. Prescrire une lunette plano à un enfant et de lui demander de la porter au moins 50 du temps qui est éveillé. Ben, bonne chance. Hein? Il faut vraiment le convaincre parce qu'il ne verra pas une grosse différence de les porter et de ne pas les porter. Au début, c'est un jeu, il va le faire, mais l'enfant de 5 ans, plano, ça ne sera pas long que les lunettes vont être sur la table puis il va s'occuper d'autre chose. Donc, il y a cet enjeu-là, mais on sait que ça peut éventuellement marcher. Les meilleures interventions qu'on peut faire, c'est de jouer sur l'environnement, aller jouer dehors au moins 2 heures par jour, exposer à la lumière naturelle du jour, exposer dans des environnements clairs, larges. Les gens, il y a plein d'études qui ont été faites sur les environnements urbains versus ruraux. Les gens qui vivent en milieu ruraux, moins cloisonnés, évoluent moins rapidement, sont moins myopes que ceux qui vivent en ville, dans des pièces plus fermées, plus étroites, dans des environnements urbains qui sont très, très collés les uns sur les autres. La présence d'espaces verts autour, donc il y a une étude récente qui a été faite même avec des drones et avec des cartes satellitaires où on a comparé les taux de myopie par rapport au taux de verdure, entre guillemets, des environnements. Et on a prouvé que si on augmente la verdure, ne fût-ce que minimalement autour des aires de vie des enfants, on réduit dramatiquement la quantité de myopie. Et on parle d'une distance de 100 mètres de la maison pour avoir accès à des environnements verts, soit un parc, soit des espaces verts X, Y ou Z. Mais donc, si l'enfant est exposé plus souvent à ces environnements ouverts et en nature un peu plus, même si on est en plein milieu de ville, ben, le taux de myopie chute dramatiquement à ce moment-là. Question de contraste, question de fréquence spatiale, question d'exposition à un spectrum de qualité visuelle qui est beaucoup plus important que dans des milieux cloisonnés intérieurs où on n'a que des hautes fréquences et que des hauts contrastes qui sont détrimentaires après les métropisations. Ceci étant dit, donc,
Notre environnement est important, il faut le favoriser. La quantité de lumière va jouer aussi sur les cellules à macrine, la dopamine qui est relâchée au niveau de la rétine. Ça va aider aussi dans les biomodulateurs à influencer la choroïde et la sclère. La nutrition est importante. Pourquoi? Parce que c'est maintenant prouvé que l'obésité infantile, les indices de masse corporelle élevés sont des facteurs de progression de la myopie importants par résistance à l'insuline, entre autres. Donc, il y a un canal dans les biomodulateurs qui repose sur l'insuline. La réaction du cristallin est en partie reliée au phénomène de l'insuline aussi. Et donc, si jamais le flot sanguin est impacté également, et le flot sanguin influence la choroïde, qui influence la sclère, qui influence la résistance à la myopie. Alors, bien manger, exercice physique, éviter l'obésité infantile sont aussi des préventions qu'on peut faire avant même que l'enfant soit myope. C'est des conseils qu'on peut donner aux parents. La gestion des écrans est cruciale. Pas l'écran lui-même, mais c'est la distance d'observation et la lumière environnante qui sont les facteurs prédisposants. Donc, les enfants lisent souvent les tablettes, les téléphones à très, très courte distance, qui est complètement détrimentaire et qui fait un stress au niveau de la vision qui est important ou sur lequel l'œil réagit et devient myope. Donc, il faut vraiment éloigner la longueur de l'avant-bras, donc du coude jusqu'au bout du doigt minimalement pour regarder les écrans. Pas plus qu'une heure par jour en bas de 12 ans, pas plus que 2 heures par jour après 12 ans, en dehors des travaux scolaires, bien sûr. Aucun écran, zéro, 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 rien, rien, nada. Téléphone, tablette ou quoi que ce soit avant l'âge de 2 ans. Zéro, 2 ans, rien, zéro. On défait le système visuel, on défait les habitudes sociales, on défait la détection du langage non verbal des attitudes des gens. Ça devient des bébés asociaux et ça devient des bébés qui sont incapables de fonctionner en société plus tard parce qu'ils sont incapables de décoder la façon que l'humanité fonctionne depuis toujours parce qu'ils ont eu le nez rivé sur une tablette au lieu de regarder dans les airs comment les gens se comportent dans la vie. Alors, 0, 2 ans, absolument rien. Les parents vont crier, mais ça, c'est pas grave, là, on est habitué. Mais il faut quand même leur dire. Et éventuellement, on adapte de façon fréquente nos recommandations au niveau optique. La longueur axiale, il faut la mesurer. Si vous n'avez pas les instruments pour le faire, pensez à les acquérir dans un délai relativement court. Il y a des très bons instruments maintenant. Les prix deviennent de plus en plus abordables. C'est tout à fait correct. Ça nous aide à suivre la croissance. Il y a cette Tideman qui avait publié sa charte de croissance que vous voyez ici au centre, là, qui est en noir et blanc, mais il vient d'en publier une à RO, qui est le meeting se fait actuellement là, à Seattle. Donc, il vient de publier cette nouvelle grille qui n'est pas seulement pour les Européens, qui maintenant s'adresse à la fois à l'Asie, à l'Europe, à l'Australie, euh, garçons, filles, et qui nous permet de suivre les croissances les plus par catégorie, si vous voulez. Donc, ça, c'est l'évolution normale si on ne fait rien. Ça nous permet de calibrer notre intervention. Tout ce qui est au-dessus de 75 percentiles, et là, on parle de longueur axiale versus large, il n'y a pas de dioptrique là-dedans. Là. Si vous avez un enfant -1 avec un œil très long, il est plus à risque qu'un enfant plus myope avec un œil court. Donc, au même âge, la longueur axiale va définir l'intensité de votre stratégie. Plus on est haut dans les courbes, plus on dépasse 75 percentiles, plus il faut être agressif. Donc, optique et atropine combinés ensemble, ou atropine à beaucoup plus forte dose que ce qu'on aurait donné en bas de 75 percentiles. En bas de 50 percentiles, on peut se contenter d'observer, mais même à ça, il faut quand même faire un petit peu de management de la progression, mais c'est évidemment moins risque. Et de nos jours, je vous dirais que c'est rare qu'on rencontre un myope en bas de 50 percentiles. Habituellement, ils sont entre 50 percentiles et 100 percentiles. Mais plus ils sont hauts dans la courbe, plus il faut intervenir de façon intensive et agressive. Et ça nous permet de suivre dans le temps comment ça évolue. Mais mon guide d'évolution pour savoir si je fais un bon travail de contrôle, c'est la progression d'un enfant M-métrope. Parce que je veux imiter chez le myope la progression d'un enfant M-métrope. Je ne peux pas empêcher l'enfant de grandir. Je ne peux absolument pas empêcher l'enfant de grandir. Donc, la croissance de l'œil va se faire. Mais si elle se fait relativement lentement, la dioptrique continue à s'adapter tout au long de la période de croissance de l'individu. Alors, on va parler d'une croissance normale de l'œil d'à peu près 0,1 à 0,2 jusqu'à l'âge de 12 ans, millimètres. Là. Et à partir de l'âge de 12 ans jusqu'à 16 ans, entre 0 et 0,1. À partir de 16 ans, rien du tout. Donc, c'est le calibre et c'est l'étalon sur lequel je me mesure. J'ai un enfant myope qui progressait. J'ai introduit une méthode de contrôle, orthokératologie, lentille souple de contrôle, lunettes de contrôle, avec ou sans atropine, peu importe.
Je vais introduire cette méthode de contrôle-là et je vais suivre l'enfant sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, à tous les 6 mois. Et il faut regarder sur une base annuelle parce qu'il y a des changements saisonniers. Donc, quand la luminosité, quand les activités scolaires sont moins importantes, donc dans les périodes de vacances, la myopie va évoluer beaucoup moins. Quand on est en école et avec des luminosités plus faibles, dans les saisons plus hivernales, ben à ce moment-là, la myopie va évoluer un petit peu plus rapidement. Mais si je regarde sur, donc si on se concentre uniquement sur cette saison-là, on peut avoir une mauvaise évaluation de la progression de l'enfant. Il faut le voir sur une période plus longue, donc 6 mois à 1 an. Et donc, sur 1 an, si j'ai 0,2 mm d'augmentation avant l'âge de 12 ans, je suis à peu près équivalent, un petit peu plus que l'M-métrope, donc je suis assez content. Plus l'enfant s'approche de 12 ans, plus je vais être autour de 0,1. Après 12 ans, si je suis encore à 0,2, là, je dépasse la norme du point entre 0 et 0,1 qui est le métrope, que les métropes fait. Donc là, ça veut dire que je suis plus efficace comme je l'étais auparavant. Parce que ça m'impose de soit changer de stratégie. Donc, j'étais en ortho, je tombe en anti-souffle. J'étais en anti-souffle, je tombe en ortho. J'étais en lunettes, je tombe en verre de contact. Ou j'ajoute l'atropine, comme si je ne l'avais pas déjà ajouté. Si je l'avais déjà ajouté avec une concentration de 0,025, par exemple, mais là, j'ai augmenté à 0,05. Donc, j'ai augmenté ma dose, encore une fois. Alors, j'ajuste en conséquence de l'évolution par rapport à cette courbe des M-métropes et qui se manifeste dans le temps comme tel. Je vais être plus agressif aussi selon les facteurs de risque qui sont présents. Donc, toute myopie qui débute avant 10 ans, les femmes, parce que leur croissance physique est plus rapide, les Asiatiques de façon génétique, si les parents sont myopes, les grands-parents sont myopes, ça augmente 2 fois plus, et 3 fois plus, 4 fois plus les risques de myopie. Si on limite l'exposition à l'extérieur, c'est aussi un facteur de risque, mais surtout les premiers, là. Vous êtes une femme asiatique dont la myopie commence avant 10 ans et vos parents et grands-parents sont myopes, ben là, c'est la totale, là. C'est sûr que vous allez être myope, c'est sûr que vous avez des fortes chances d'être très myope. Donc, il faut être très agressif là, dans ces cas-là et quand je parle d'agressif, donc c'est on augmente la dose au maximum qu'on peut avec nos moyens optiques, puis on ajoute l'atropine comme moyen thérapeutique d'appoint. Euh, les autres sont des modules un peu plus, parce que 30 de l'hérédité va jouer en myopie, 70 de l'environnement. Donc, les tablettes, le fait d'être ou pas dehors. Le fait d'être dehors va prévenir la myopie, comme on l'a vu tantôt, a moins d'effet sur la progression une fois que la myopie est installée, mais ce que je dis aux parents, c'est peut-être vrai que la luminosité extérieure n'influence pas nécessairement votre évolution myopique, mais le fait que votre enfant soit 2 heures dehors à jouer, il n'est pas 2 heures en dedans sur une tablette. Et le fait de ne pas être en dedans sur une tablette, ça, c'est protecteur contre l'évolution myopique. Alors, donc, il faut le voir dans son ensemble, là, si vous voulez, et non pas simplement avec un phénomène isolé. Alors, il faut toujours maximiser nos doses en fonction du degré de myopie de l'enfant. Il faut que ça rentre dans la pupille, donc il faut calibrer nos zones en fonction de ça, choisir nos produits optiques en fonction des paramètres de l'enfant comme tel. Et il faut suivre l'enfant parce qu'il y a des réponses individuelles comme telles à nos traitements comme tels. Il y a des algorithmes de traitement. Vous avez cet algorithme qui est un peu compliqué, mais que vous pouvez avoir par euh, accès libre en Internet à cet article-là. Donc, ça a été développé par la Société européenne d'ophtalmologie en collaboration avec l'Institut IMI Institute, l'Institut de myopie international qui est basé en Australie, et aussi sur la Société européenne d'orthokératologie. Alors, essentiellement, on dit, on évalue l'enfant, on confirme sous cycloplégie. Après ça, on s'occupe de la vision binoculaire, on traite tout ce qui est traitable au niveau de la vision binoculaire avant d'implanter une stratégie. Et quand je parle de vision binoculaire, je parle d'insuffisance de convergence, excès de divergence, par exemple, trouble accommodatif. C'est surtout l'accommodation de la divergence qu'on va regarder. Donc, on fait de l'orthoptique, on fait de l'entraînement visuel pour régler ça. Souvent, ça va durer 3 semaines, un mois et demi, 2 mois. On rétablit la situation à un niveau normal. Et là, on entreprend une stratégie de contrôle de myopie par des moyens optiques si l'enfant a plus que 7, 8, 9 ans. Personnellement, moi, je favorise beaucoup les lentilles de contact à partir de 7 ans. L'observance est meilleure, la présence sur l'œil est meilleure et on a des, pas des meilleurs résultats, mais on est un peu plus assuré que le traitement va être porté de façon efficace. En lunettes, l'enjeu, c'est toujours de la faire porter de façon constante. Pendant 100 ans, l'optométrie a dit retirez vos lunettes de près pour lire. Là, on leur dit non, non, gardez-la constamment, même pour lire, même pour travailler de proche, même pour jouer dehors, même pour jouer au foot.
parce que la dose nécessaire en lunettes anti-myopie pour être confortable et contrôler la myopie, c'est 10 à 12 heures par jour de port. Donc, c'est un port constant. Il faut absolument la porter de façon constante. Mais empêchez-vous pas de faire une lunette si vous ne voulez pas faire de lentilles de contact. C'est mieux une lunette anti-myopie qu'une lunette simple vision ou que pas de lunettes du tout, là, on s'entend. Mais idéalement, à partir de 7, 8, 9 ans, les enfants sont assez matures et ça va très bien de leur enseigner les méthodes d'hygiène et de contrôle au niveau des lentilles. On y va en entier et on suit les enfants de façon rapprochée, la longueur axiale devenant, surtout si on est en orthokératologie, la valeur étalon sur laquelle on va mesurer l'évolution. Cet autre papier du Jean MS, je parlais du Institute, International Myopia Institute, qui a collaboré avec la Société européenne d'ophtalmologie. Ils ont publié aussi, eux, leur guide clinique déjà en 2019. Là, c'est un white paper, donc c'est un énoncé de politique qui décrit comment on fait l'examen du myope. Parce qu'évidemment, on examine notre patient idéalement sous cycloplégie où on va y aller en maximum convexe pour être sûr de ne pas surcorriger le patient. Je vous ai dit que la sous-correction ne marchait pas, donc encourager la myopie. La surcorrection ne marche pas non plus. Donc, il faut avoir une réfraction juste et ça passe par souvent une cycloplégie ou rétinoscopie dynamique. L'autoréfraction peut marcher à l'occasion, surtout si on est en cycloplégie, mais si vous n'avez pas de cycloplégie et que vous ne vous fiez qu'à l'autoref, c'est une erreur. De rétinoscopie dynamique, vision subjective, maximum convexe derrière un visiomètre, c'est la façon de faire pour avoir la bonne correction et à ce moment-là, calibrer nos interventions au niveau optique comme tel. On va gérer la myopie sur trois aspects. Donc, j'ai parlé de la vision binoculaire, j'ai parlé de l'environnement. On va parler de la vision optique comme telle. Donc, au niveau du signal optique, on a lunettes, lentilles de contact souple ou orthokératologie. Les lunettes sont réservées en bas de 7-8 ans ou aux enfants qui seraient réfractaires, ils ne veulent rien savoir de porter ou de manipuler les lentilles. Ça arrive. Ils ne sont pas assez matures pour une raison ou une autre. Ça m'est arrivé souvent, ça 7-8 ans, ils ne veulent rien savoir. Rendus à 9, 10, 11 ans, là, ils sont intéressés parce qu'ils sont un peu tannés de porter leurs lunettes 10, 12 heures par jour, ils sont toujours sales, etc. Ils ne voient pas bien. Donc, c'est important de suivre l'évolution. Ça ne veut pas dire que s'ils disent non maintenant, on ne le fera pas plus tard. Les lentilles de contact souple, il y en a différentes panoplies, on va les revoir aussi. C'est relativement efficace. L'orthokératologie, bien efficace, comme je dis, avec le bémol que pour les petits myopes, lentilles standards, ça marche un peu moins bien. Pour les plus forts myopes, ça marche super bien, mais vous avez l'accès à des logiciels pour modifier vos paramètres, c'est encore mieux. Et là, il n'y a pas de limitation de prescription. On peut être aussi efficace avec une orthoké de faible myopie ou une orthoké de grande myopie. Mais si vous prenez l'ensemble des trois soupes, orthoké ou lunettes, ou atropine comme seul traitement, là, sans ajout, là, uniquement avec l'atropine, ben on a à peu près tous la même efficacité en moyenne. En moyenne, bien sûr. Mais je vous ai dit au départ que l'enfant n'est pas une moyenne. Celui qui est dans votre chaise, c'est un individu à part entière qui peut réagir complètement différemment de son voisin qui a exactement le même profil. Donc, pour le voisin, les lunettes marchent bien. Pour celui-ci, peut-être que c'est les lentilles souples qui vont être la meilleure alternative. Pour les lentilles souples de celui-ci, peut-être que le voisin à côté qui marche bien en lunettes, ça ne fonctionnera pas. Alors, et quand on ne sait jamais d'avance, c'est le suivi qui nous dit si ça fonctionne ou pas, et il faut être assez rapide à ce moment-là pour intervenir et changer nos structures. J'en ai parlé, je le répète, parce que je sais que ça se fait encore dans 20 à 25 des praticiens à travers le monde qui pratiquent la sous-correction, c'est-à-dire vous trouvez -3 en cycloplégie, vous allez prescrire -2. Souvent, les parents même vont nous le demander. Ça ne marche pas. S'il vous plaît, ne faites jamais, jamais, jamais ça. Vous ne servez personne. Peut-être que le verre est un petit peu plus mince, mais ça ne relaxe rien au niveau visuel. Au contraire, ça laisse un flou central qui est un form deprivation et les protéines sont stimulées, la sclère devient molle, l'œil s'allonge. Ça ne marche pas. Alors, il faut corriger pleinement en tout temps. Et quand je dis ça, ça veut dire aussi l'imposition du suivi de l'enfant. Si je prescris une lunette anti-myopie -1 aujourd'hui, que je revois l'enfant uniquement dans un an et demi, et admettons que cette lunette-là a plus ou moins fonctionné et qu'on est rendu à -1,75, ben, pendant une bonne partie de l'année, cet enfant-là a été sous-corrigé parce qu'il portait du -1, alors qu'il était devenu -1,25, -1,50, -1,75, avant que je le revoie. Et donc, d'être à -1,50 à -1,75 en portant un -1, on est sous-corrigé et la myopie augmente beaucoup plus rapidement à ce moment-là que si on avait suivi le patient et on avait adapté la correction. Donc, les critères des compagnies pour vous changer les verres, mais surtout le critère clinique, c'est une demi-dioptrie. Si vous avez une évolution d'une demi-dioptrie, il faut modifier la correction. Mon critère qu'on applique ici à l'école, c'est aussi un critère d'acuité monoculaire.
C'est vrai en lentille souple, c'est vrai en lunette, c'est vrai en ortho. On va accepter une acuité monoculaire de 6 sur 7,5 en métrique, à peu près 8 dixièmes en notation décimale. Euh, mais en binoculaire, c'est 10 dixièmes ou 6 sur 6. Donc, binoculaire, vision parfaite. Monoculaire, vision légèrement réduite. Maximum, c'est pas obligé, là. Mais ça, c'est notre critère minimal. Si on est en bas de 8 dixièmes, là, évidemment, il faut intervenir et à ce moment-là, augmenter la correction ou optimiser la correction. Mais en bas de 10 dixièmes pour une vision binoculaire, c'est aussi une demande d'intervention à ce moment-là. Donc, les lunettes, ils sont très bonnes. La seule chose, prescrivez et utilisez des designs qui ont été étudiés et qui sont supportés par la science. Il y a beaucoup de copies de copies, il y a beaucoup de produits maison, il y a beaucoup de laboratoires qui, voyant, flairant le marché, la bonne affaire, vont vous inventer toutes sortes de solutions en disant, ah oui, moi j'ai un verre défocus, anti-myopie, machin, qui n'a pas été étudié, qui n'a pas fait l'objet de preuves, qui n'a pas fait l'objet d'études rigoureuses, scientifiques, publiées dans Revenu Perré, et c'est de la... Parce que très souvent, ces verres-là ne marchent pas, ne fonctionnent pas. Les gens ne font que mettre du plus un peu partout sans vraiment s'attarder à des proportions, à des intensités de dose et à des efficacités. Alors, ne prescrivez jamais quelque chose qui n'est pas supporté par la science, s'il vous plaît. Vous nuisez à l'individu et à votre patient plus qu'autre chose. Donc, comme je disais, avant 7-8 ans, parents réfractaires ou en complément. Ça peut être, par exemple, le parent dit, moi, je suis pas à l'aise, je serais assez à l'aise que mon enfant porte une lentille de contact quand il va à l'école pendant 8 heures, mais quand il revient à la maison, j'aimerais ça qu'il la retire. J'ai peur pour la santé de l'œil à long terme. Bon, j'ai aucun problème avec ça, même si c'est sécuritaire de porter une lentille 12 heures, 14 heures par jour, surtout une lentille à usage quotidien. Moi, je vais vous prescrire une lunette, mais pas une lunette simple vision, parce que si l'enfant porte durant 8 heures la lentille de contact anti-myopie, qu'il arrive à la maison et qu'il porte une lunette simple vision pour un autre 4, 5, 6, 7, 8 heures avant le sommeil, on vient de défaire avec le simple vision ce qu'on essayait de construire avec la lentille anti-myopie. Donc, ça ne marche pas. Il faut fournir les deux. Il faut fournir une lunette anti-myopie et en complément de la lentille de contact anti-myopie. Si c'est pour porter 10 minutes avant le dodo, la lunette, là, une simple vision ne défera pas ce que vous avez fait. Vous avez porté votre lentille souple durant toute la journée, vous l'enlevez 15 minutes avant le dodo, mettez une lunette simple vision pour vous promener dans la maison, brosser les dents avant d'aller vous coucher, il n'y a aucun problème. Mais si c'est un nombre significatif d'heures durant la journée, bien, il faut prévoir que ce soit un verre anti-myopie qui soit là à ce moment-là. Dans les verres qu'on a, le premier qui est apparu vraiment sur le marché, c'est le verre de Hoya, le Mio Smart. Donc, c'est une zone centrale de 9 mm, entourée de petites pastilles d'une puissance de 3,50 mm sur une surface de 33 mm comme telle. Il y a à peu près 400 micropastilles comme telles. Et le rapport de surface est à peu près 50 de pastilles, 50 de vision pour ne pas perturber la vision périphérique. C'est une lentille qui a été maintenant étudiée depuis 6 ou 7 ans et qui s'avère extrêmement efficace pour bien contrôler, qui donne un bon niveau de défocus à 3,5 là. On a souvent identifié dans le modèle animal que plus 3, c'est le niveau minimum pour avoir une vraie réponse au niveau rétinien comme tel. Mais encore une fois, rappelez-vous que les plus forts myopes ont besoin de plus. Donc, plus 3,5 ici à -1, c'est largement suffisant. Plus 3,5 à -6 pourrait, dans certains cas, être insuffisant. Et on pourrait avoir besoin d'atropine ou quelque chose d'autre pour bien contrôler ce patient-là. Alors, il y a toujours une dose-réponse qui doit être obtenue comme telle. Par contre, ils ont fait donc plusieurs études. Sur 2 ans, ils ont comparé DIMS avec contrôle. Après ça, le groupe contrôle a été abandonné, retransféré en DIM. Il y a certains DIM qui ont donc la lunette anti-myopie qui ont été abandonnés après 3-4 ans pour revenir à du simple vision. Il y en a qui ont continué avec ça durant les 6 ans. Et la conclusion de tous ces ré-randomisations des patients, c'est que ceux qui ont porté la lunette pendant toute la durée de l'étude, pendant 6,5 années, qui est publiée à date, ont été ceux qui ont été le mieux contrôlés. Alors, même ceux qui ont abandonné puis qui ont été en simple vision en boutin et qui sont repris, quand ils ont repris, ils ont eu la même efficacité qu'au début. Mais ils avaient perdu entre les deux, en simple vision, un certain nombre de dioptries qu'ils ont après ça. La progression a ralenti par la suite. Mais ce qui était perdu durant l'année simple vision, on ne peut pas le regagner en remettant un verre anti-myopie par la suite. C'est perdu, c'est perdu. Alors, la morale ici,
quand on commence un verre anti-myopie, c'est jusqu'à la fin de la période de progression. Ce que je dis aux parents, c'est 22-23 ans. De nos jours, avec les études, collège, université, ordinateur, études avancées, à ce moment-là, ça va finir vers 22, 23, 24 ans. Il faut continuer le contrôle de la myopie avec des suivis réguliers jusqu'à 22, 23, 24 ans. Et après ça, bon, ça se stabilise, tout ça, et on peut revenir avec un verre standard. Le plus récent, j'ai parlé du plus ancien, le plus récent, c'est le MyoCare, qui sont des cylindres qui sont à la surface de l'œil. Et eux, ils ont deux designs, un pour les plus jeunes et un pour les plus âgés. Les plus jeunes ont des cylindres de valeur de plus 4,5. Donc, ce n'est pas plus 3, c'est plus 4,5. Et vous avez du plus 3,25 pour les plus âgés. La zone centrale est plus petite, un petit peu 7,5, 8 mm pour les plus jeunes, et elle est plus grande, autour de 9 mm pour les plus grands. Alors, on commence ici à avoir, comme c'est le plus récent, on commence à avoir une réflexion des manufacturiers sur ce qu'on connaît. Dose-réponse. Les plus jeunes en ont besoin de plus que les plus vieux en termes de dose, donc une addition plus forte par rapport à plus petite, et une dose plus forte parce que la vision centrale est plus réduite que de l'autre côté. Dans les deux cas, que ce soit MioSmart ou MioCare, on a exactement les mêmes proportions de 50-50 au niveau périphérique pour ne pas nuire à la vision périphérique de l'enfant. Donc, c'est comme un verre simple vision pour l'enfant, donc ça ne défait pas l'image, il ne percevra pas de flou. Il peut y avoir une petite neuroadaptation d'une ou deux journées au début, mais c'est tout à fait bien. L'autre verre qui est arrivé peut-être entre les deux, donc il y a MioSmart et Care. Entre les deux, il y a Stellest. Stellest est un peu particulier, lui, parce que c'est des micro-lentilles aussi, dont la valeur et la répartition changent en fonction de la métropie. Donc, la lentille -1 ne sera pas exactement configurée comme la lentille -5. Vous n'avez pas besoin de le penser, la compagnie le fait automatiquement pour vous. Et c'est encore une fois une réflexion sur adapter le défocus en fonction de la correction du patient pour créer toujours le même volume de défocus en avant de la rétine. Alors ça, c'est vraiment important. Alors, le myope de -5, il a exactement la même expérience de défocus que le myope de -1, et c'est vraiment super efficace aussi comme traitement. Alors, ces trois options-là, vous pouvez y aller sans problème. C'est étudié, c'est backé par la science et ça a été prouvé cliniquement comme tel. Il y a certains patients qui vont moins fonctionner d'autres. Les Asiatiques, entre autres, vont peut-être un petit peu moins fonctionner avec le MyoCare. Les patients plus jeunes fonctionnent moins bien avec le DIMS qu'avec le Stellest. Les plus vieux fonctionnent équivalent entre les trois. Donc, il y a des niches un peu particulières que la clinique va vous apprendre, mais dans vos populations particulière à vous, je ne sais pas, je n'ai pas pratiqué dans chacun de vos pays, il peut y avoir des réponses plus ou moins positives avec tel ou tel design en fonction de la génétique, de l'environnement, etc. Mais c'est trois options que vous pouvez tester, puis vous allez voir au bout de quelques mois comment ça se comporte et vous allez finir par déterminer, bon, OK, ça c'est mon option numéro 1 parce que c'est elle qui marche le plus souvent. Puis si celle-là ne marche pas bien, ne fonctionne pas bien, bien, j'aurai mon option 2 ou mon option 3. Sur les 3 ans, on voit que la progression avec le verre Stellest est vraiment réduite. C'est presque une dioptrie et demie de différence par rapport aux simples vision. Leur groupe contrôle a monté vraiment très vite dans leur cas, donc d'où l'intérêt d'avoir un super contrôle en plus. Donc, on a une très bonne efficacité comme telle. Périfocal, Mio-Relax ou Micron de Rodenstock, j'en parle parce que c'est un design complètement différent. Il est plus vieux même que le MioSmart, mais a été introduit dans le marché après. C'est un verre russe. Des focus horizontal, plus 2,5, rien en haut, rien en bas, c'est du simple vision. Pourtant, l'enfant regarde en haut et en bas, ne regarde pas sur les côtés très, très majoritairement. Donc, déjà, par la conception, c'est un peu bizarre. Un seul article est sur 4 ans, mais un seul article en russe qui décrit les critères de ce verre-là. Énormément de critiques sur cet article-là. C'est pratiquement une insulte à la science. Très mal fait. On ne connaît pas les groupes. On ne sait pas qui est le groupe traitement. On ne sait pas qui est le groupe contrôle en termes d'âge, de réfraction. Donc, on peut très bien avoir choisi des enfants plus vieux qui progressent moins vite dans le groupe traitement et des enfants plus jeunes qui progressent vite dans le groupe contrôle pour favoriser. Je ne sais pas, mais on ne sait, on sait pas. Ils ont sous-corrigé de façon intentionnelle en disant qu'on veut vraiment faire ça. Le groupe contrôle. C'est comme si on voulait les pénaliser pour qu'ils évoluent plus vite pour favoriser. Donc, ça ne marche pas non plus. C'est un fait. Il n'y a aucun. En lunettes, c'est rare qu'on voit des taux de progression
d'efficacité qui augmente dramatiquement avec les années. D'habitude, on a la première année très bon, puis ça tend à se stabiliser par la suite. Eux, c'est une progression fulgurante avec des écarts types ridicules, 0,03, 0,04, qui augmentent de 0,01 par année. Ça sonne, en tout cas, on a un doute sur la manipulation des résultats. Je ne dis pas que ça a été fait, mais ce produit-là n'est pas backé par la science parce que l'article qui le soutient, ce n'est pas scientifique. Et si vous avez accès à d'autres produits, s'il vous plaît, allez avec d'autres parce que le taux d'efficacité est douteux. Et est-ce que c'est mieux que du simple vision? Peut-être, mais j'attends de voir d'autres résultats du terrain formels avec des études randomisées, contrôlées, bien faites pour endosser ce verre-là, honnêtement. Sinon, c'est pas adéquat. Et vous voyez les tableaux comparés ici. Donc, vous pourrez prendre en note ces choses-là plus tard, mais vous voyez que l'efficacité des trois premiers que je vous ai parlé, c'est à peu près égal au bout d'un an, 2 ans. Les autres deviennent un petit peu plus aléatoires avec le temps, mais certainement DIMS, Oya et Stylus, qui ont été utilisés sur de longues périodes, sont deux options tout à fait fondamentales. Et chacun leur niche, comme je vous disais. Pour les plus jeunes, j'ai tendance plus à favoriser celui de... Mais ça, c'est moi, c'est ma population, c'est chez les Caucasiens et Asiatiques de Montréal qui répondent mieux les plus jeunes à ça. Les plus vieux répondent également avec un ou avec l'autre. Mais dans les deux cas, c'est bien. Oya vous offre des options photochromiques, vous offre plein d'autres options que Stellus n'a pas. Donc, souvent, on va aller vers ce vers-là parce qu'on a besoin de cette option aussi pour le patient. Mais c'est deux options qui sont extrêmement intéressantes. Care, on a des résultats d'un an. Les résultats sur le prototype n'étaient pas très bons. Mais le verre qui a été mis sur le marché est différent. Et honnêtement, les résultats, un an, fait en Chine, ça va bien, mais c'est une population asiatique. On attend de voir si ça va être confirmé sur 2, 3, 4 ans. Et on attend surtout d'avoir des résultats de terrain sur les études européennes. Je sais qu'elles sont en cours et on va lire ça avec beaucoup d'intérêt. Mais sur papier, c'est une belle réponse là, au principe qu'on connaît de l'évolution myopique. En lentille de contact, on a aussi quelques options. Comme je vous dis, je privilégie beaucoup les lentilles de contact à partir de l'âge de 7-8 ans. L'importance du centrage. Donc, il faut que la lentille soit bien centrée, comme dans le cas d'une multifocale pour un presbyte. Sinon, on va avoir des effets de parallaxe où l'enfant va voir de façon embrouillée. Et un embrouillement de loin, c'est comme une sous-correction, ça ne marche pas. Donc, il faut que le verre soit bien centré comme tel. C'est pour ça que vous allez avoir des courbures particulières. La lentille Ability de Johnson, par exemple, a une courbure de 7,9 avec 13,8. Mais il faut penser en termes de sagittale et non pas de flèche ou de diamètre. Et il faut surtout qu'une fois qu'on a l'enfant et que la lentille est sur l'œil, on le regarde à la lampe à fente, il faut qu'elle soit bien centrée, il faut qu'elle bouge normalement. Même un petit peu moins. On accepte un mouvement moindre qu'avec une lentille souple standard. Pourquoi? Parce que surtout quand on joue avec des plus fortes additions, si ça bouge trop, on va avoir un embrouillement de la vision qui n'est pas vraiment bien. Alors, il faut vraiment évaluer la lentille. Laisser le temps d'adaptation de quelques minutes à l'enfant. Neuroadaptation au départ, dans certains cas, plus l'enfant est vieux, admettons que j'attends 12, 13, 14 ans pour l'intéresser aux lentilles de contact, prescrire une lentille de contact souple anti-myopie à un enfant de 13 ans ou un adolescent de 13 ans va demander quelques jours d'adaptation parce que là, il va percevoir les zones de flou un peu plus que l'enfant de 6 ou 7 ans. L'enfant de 6 7 ans, il s'en fout. Il voit bien, puis c'est bien toléré. Mais si on a commencé plus tôt, c'est une autre raison de commencer plus tôt, et qu'on continue la progression à 12, 13, 14 ans, qu'on continue à prescrire, là, il n'y a pas de neuroadaptation, elle est déjà faite. Le patient est habitué, il n'y a aucun problème, et on peut y aller. Dans les lentilles que vous avez en Europe, il y a la myopique. Très peu de publications aussi, mais sur le concept, c'est quand même une lentille qui est bien puis que vous pouvez customiser un petit peu. La progression vers la périphérie est peut-être un peu large par rapport à la pupille, donc le défocus arrive tard, là, le maximum du défocus, ce qui veut dire qu'on a une addition relative de 2, 2,5, mais à 3 mm. Donc, ce qui veut dire qu'à 3 mm, on est rendu large au niveau de la pupille. Alors, ce n'est pas nécessairement une lentille que j'aurais de premier choix, mais qui peut quand même être une option intéressante. Biofinity a été bien étudiée avec l'étude Blink sur 3 ans. Ce qu'il faut comprendre de la biofinity, c'est que c'est une lentille centrée, c'est le 2 design, mais vous utilisez la lentille D centrée de loin avec l'addition en périphérie, l'addition maximale, toujours 2,50. Et votre puissance de loin est -3 là, sur l'étiquette. Si vous regardez la courbe de profil, la puissance, c'est une -2,50, -2,75, parce qu'il y a comme un petit bump positif dans le centre. Je ne sais pas pourquoi la lentille a été faite comme ça, là, mais
pour toutes sortes de raisons. Donc, on doit souvent surcorriger un petit peu de 0,25 à 0,50 pour avoir une bonne acuité de loin. Mais dans les faits, ce n'est pas une vraie surcorrection, c'est plus de compenser ce petit gap dans le profil optique de la lentille. Donc, ça demeure une lentille intéressante. Surtout pour les jeunes adultes, je vous parlais qu'il faut contrôler jusqu'à 22, 23 ans. Donc, à partir de 20, 21, 18, 17, s'il n'a pas été habitué avant avec MySight ou avec Ability ou avec une lentille anti-myopie, ça devient difficile. La neuroadaptation est vraiment longue, là. Alors, la Biofinity devient une des seules options qu'on a pour les jeunes adultes présentement quand on veut continuer. 40% des jeunes adultes continuent à évoluer, donc parfois, il faut intervenir. À ce moment-là, c'est une bonne lentille pour ça. Milo EDOF est une option aussi. C'est une modulation des aberrations pour étendre le depth of focus, donc l'aire de focus au niveau de la périphérie. Quand vous avez une multifocale, vous avez deux points et la première focalisation va créer un halo au point de la deuxième focalisation, ce qui fait un peu d'embrouillement quand on regarde les choses. Ici, on étend par manipulation de la surface avant au niveau des aberrations chromatiques et sphériques par un profil donc différent au niveau de la surface de la lentille. Donc, on va étendre un peu cette plage-là, ce qui fait qu'on a une meilleure capacité de vision intermédiaire, mais un petit peu moins de proche. En presbytie, entre autres, ça pénalise plus de proche, ça favorise l'intermédiaire. Ici, les études qui ont été faites sur Milo sont un petit peu moins efficaces que les autres lentilles. Par contre, ça demeure plus efficace qu'une simple vision, c'est clair. Donc, si vous avez accès qu'à cette lentille-là, tant mieux, parfait. C'est une lentille qu'on peut recommander pour le contrôle de la myopie. Mais si vous avez accès à MySight, bien évidemment, MySight est probablement un petit peu mieux comme produit. MySight, donc, qui a été introduite il y a 6-7 ans, la lentille la plus étudiée, 7 ans d'études totales, autant chez les plus âgés que chez les plus jeunes. Il n'y a pas d'effet rebond, c'est bien contrôlé, moins que 0,50 dioptrie de progression sur 6 ans chez une majorité de patients. Donc, c'est un produit qui est vraiment très bien, jetable à tous les jours, donc sécuritaire, pas d'effet inverse sur les plusieurs années. Par contre, on sait que le défocus avec MySight, ça c'est une étude publiée récemment, plus la myopie augmente, moins on a de doses de défocus au niveau de la rétine. Donc, si vous avez un patient de -5 qui évolue rapidement, c'est peut-être pas la lentille qu'il faut. Vous seriez peut-être mis en orthokératologie parce que là, vous allez augmenter votre dose vraiment davantage comme telle ou complémenter avec l'atropine comme telle. Je ne sais pas si elle est disponible chez vous. Elle a été introduite en France l'an dernier, en Europe. Donc, c'est la lentille Ring Boost de Johnson Johnson ou Ability, son nom commercial. Eux, c'est exactement comme la MySight, deux anneaux de défocus périphérique, 1,75 et +7. Le +7 arrive plus loin, souvent en dehors de la pupille, donc plus ou moins contributoire. Par contre, ils ont un anneau central très petit, 0,75 mm, de +10 de valeur d'addition, qui lui crée un défocus un peu comme l'Astellas en face de la rétine. Donc, nous, on l'a au Canada depuis 3 ans, ça va super bien. Équivalent à MySight, on a autant de bons résultats avec un ou avec l'autre. Donc, vous pouvez y aller. Celle-ci est en silicone hydrogel, contrairement à MySight. Donc, si vous voulez plus d'oxygène, c'est la lentille à aller. Vous avez une protection UV aussi qui peut être importante chez une majorité de sujets comme tel. Donc, on a parlé de l'efficacité de MySight. Donc, vous voyez les courbes qui sont publiées là. Très grande différence par rapport au groupe contrôle. Et quand on a mis le groupe contrôle en lentille MySight, on a eu la même efficacité, même si on avait commencé tardivement, que quand on avait commencé initialement avec le groupe traitement. Donc, ce qui veut dire qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, vous avez un patient qui était en simple vision parce que vos collègues étaient peut-être un petit peu moins au courant que vous. Vous recevez le patient chez vous, il est rendu à déjà un -4, un -5. Il a 11 ans, 12 ans. Ben, il est toujours temps de faire, si vous voulez, une adaptation à MySight parce que vous allez avoir une bonne efficacité de traitement, comme si vous aviez commencé à 8 ou à 9 ans. Bon, évidemment, ce qui est perdu est perdu. Le -5, on ne pourra pas le récupérer, mais on va pouvoir ralentir relativement. Mais plus la progression a été rapide et longue, plus ça va vous prendre un petit peu de temps pour stabiliser la condition. Je ne peux pas freiner des 4 roues. Si vous allez à 100 km/h, votre distance de freinage est plus longue que si vous allez à 30 km/h. Alors, donc, c'est la même chose. Si j'ai évolué pendant 5 ans à une dioptrie par année, bien, ça va me prendre plusieurs semaines, plusieurs mois avant de ralentir cette progression-là par rapport à quelqu'un que j'aurais pris dès le départ à -0,50, -1, avec peu de progression derrière la cravate, sinon que les 2 ans précédant l'apparition de myopie en termes de longueur axiale. Mais là, je peux freiner beaucoup plus rapidement. D'où l'intérêt de commencer le plus vite possible et de ne pas attendre que le patient ait évolué de 3 dioptries avant de faire quoi que ce soit, là. Ça, c'est vraiment pas une bonne pratique à faire, là. Donc, c'est important de réagir tôt, réagir vite. Longueur axiale, MySight ou dioptrique, exactement la même chose. Blink pour la Biofinity, on l'a vu sur 3 ans. Eux, ce qu'ils ont prouvé, c'est la dose-réponse en lentille souple aussi. Addition de 1,50 ne fonctionne pas du tout, équivalente au simple vision. Ça vous prend la forte addition 2,50 pour être efficace.
Si vous prescrivez le 1,50 juste parce que peut-être vous pensez que la dose est trop forte à 2,50, non, ça ne marchera pas. C'est comme si vous donniez un simple vision et ça ne fonctionne pas du tout. Ability, non, que 6 mois. Je ne comprends pas que ça fait déjà plusieurs années que l'étude est commencée. Ils n'ont publié que 6 mois de données. Honnêtement, je n'ai aucune réponse à donner là-dessus, mais sur 6 mois, c'était correct. Et Noel Brennan avait prouvé que sur 6 mois, on peut extrapoler sur plusieurs années, mais quand même, on est en attente très, très, très attendue là, de résultats de la part de la compagnie pour savoir si ça se comporte bien à long terme. Parce que comme je vous dis, la première année est souvent merveilleuse pour la majorité des produits. Puis la deuxième année, tout, ça décline un peu, puis ça tend à se stabiliser. Alors, on veut voir si on a la même chose ici. IDOF, moins efficace que les autres, donc la Milo est un petit peu moins efficace que les deux autres lentilles, mais plus efficace que le simple vision. Donc, si vous n'avez pas accès ni à MySight ni à Ability pour toutes sortes de raisons, mais que vous avez accès à Milo, vous êtes mieux de prescrire Milo que rien du tout, ou que de rester en simple vision, on s'entend. Et c'est dans le cas de Mark Novi, ils ont aussi des lentilles centrées de loin, mensuelles, dont vous pouvez calibrer la zone et l'addition. Donc, ça devrait être intéressant si vous avez besoin de plus de doses. Par exemple, quelqu'un qui progresse, vous l'avez mis en Milo, il progresse. Mais là, vous pouvez dire, OK, parfait, je vais commander une lentille mensuelle souple et je vais réduire ma zone à peu près à 5 mm au lieu d'être à 6 ou à 7 mm. Donc, je vais réduire ma zone centrale à 5 mm, même plus petit que ça, à 4,5 mm. Puis, je vais augmenter mon addition périphérique à 4,5 ou à 5. Puis là, à ce moment-là, je vais avoir plus de doses et ça va devenir intéressant. Tu veux une proportion de l'appui, il faut couvrir à peu près, par le défocus, il faut couvrir 60 de l'aire pupillaire, la portion centrale, 40 à peu près, pour la vision de loin. Et avec ça, normalement, on a une bonne réponse au niveau de la rétine. Alors, voyez les résultats, comme je vous les ai expliqués un petit peu, là. Vous avez une autre lentille qui n'est probablement pas chez vous, que Natural View, qui est une type EDOF, mais qui n'est pas une vraie EDOF, qui est plus, c'est de l'optique caténaire qu'on appelle. Donc, un caténaire, c'est comme un chandelier qui pend. Là, vous avez une très, très petite zone centrale là, de moins qu'un millimètre pour la vision de loin, puis c'est une progression extrêmement rapide de la progression. À la limite de la zone optique, 6 mm là, de la pupille, c'est à peu près 3,5 éditions. Elle marche bien. L'étude Protect a sorti là, les résultats sur 1 an, 2 ans, équivalente à MySight Ability, donc c'est prometteur. Mais le fait du pinhole vous permet de compenser l'astigmatisme. Donc, dans ce cas-ci, l'astigmatisme est souvent un enjeu important. Il ne faut jamais le masquer parce que ça va devenir détrimentaire pour l'augmentation de l'hyméopie. Donc, au lieu d'utiliser une lentille torique multifocale, Biofinity peut être là ou Mark Novi peut vous faire une torique multifocale aussi, centrée de loin toujours. À ce moment-là, ben, vous pouvez utiliser Natural View qui va, avec l'effet du pinhole, compenser jusqu'à 1,25, 1,50 d'astigmatisme sans problème, avec une bonne vision de loin et sans pénalisation à long terme sur l'évolution de la myopie. Sur l'orthokératologie, on voit qu'avec les années, l'effet diminue aussi. Donc, des fois, il faut changer de stratégie. Mais après 8 ans, de toute façon, la cornée a besoin de peut-être autre chose, là. Alors, il faut faire une petite pause puis balancer avec autre chose. Mais c'est un moyen extrêmement efficace dans les premières années, surtout quand la myopie progresse rapidement et plus élevée, mais surtout si on customise aussi nos designs comme tel. Et il y a un article par Jomi Pane, qui est un génie en orthokératologie, là, qui vient d'Espagne. On a publié aussi nos Montreal Experience qui prouve que quand on calibre nos zones avec beaucoup plus de zones centrales, là, le trend c'est 5 mm. Donc, si on peut avoir ça, ben, central, au lieu du 6 mm, c'est déjà un bon départ, mais en plus de customiser en fonction de votre pupille, c'est encore mieux comme tel. Combiné à l'atropine, on a un bon effet pour les lentilles de lunettes et l'orthokératologie. Ça a été moins prouvé avec les lentilles souples parce qu'elles sont moins dépendantes du diamètre de la pupille à cause des anneaux. Alors, c'est peut-être pour ça, mais il y a quand même, moi, en pratique, je vois d'un avantage à combiner. À peu près 30 de mes patients ont un traitement combiné atropine et lentilles pour retenir comme tel. Alors, en conclusion, la maladie de la myopie doit être traitée, elle doit être contrôlée, on doit intervenir au niveau de l'environnement avec des conseils, au niveau de l'équipement optique et ajouter la pharmacologie si on en a besoin. On doit confirmer l'état réfractif, on doit traiter la vision binoculaire, avoir des données fiables, on doit reposer notre évaluation de la progression sur la longueur axiale et on doit personnaliser notre traitement et avec ça, on va avoir du succès pour contrôler la myopie. Alors, ça me fait plaisir de vous parler. Je suis rejoignable par courriel si vous avez des questions. langis.michaud@umontréal.ca. Je vous souhaite une bonne fin de congrès. La prochaine fois, je serai des vôtres, c'est promis. Et meilleure salutation. Traitez bien vos enfants myopes. Un enfant à la fois. C'est important.